Chandriliens, chandriliennes, parlons Star Wars. Les amis, je suis ravi de vous retrouver car ça y est, ils sont là. Les 3 premiers épisodes d'Andor saison 2 sont sortis ce mercredi sur Disney+. On va revenir ensemble dans cette vidéo avis sur les 3 premiers épisodes. Alors je vais condenser mon avis sur ce premier arc. On va pas procéder épisode par épisode, on va procéder par arc. Donc je vais vous donner mon avis en vous donnant d'abord les points positifs que j'ai trouvés aux épisodes. Ensuite les points négatifs, je m'appuie là-dessus pour vous donner mon avis global et on finira par une petite note sur ce premier arc d'Andor saison 2 sur la fameuse échelle du Jar Jar. Les amis, surtout n'oubliez pas, si jamais vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir, la meilleure chose à faire c'est bien entendu de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et vous pouvez aussi bien entendu liker la vidéo si elle vous plaît, ça permet à ce qu'elle se diffuse un petit peu plus largement. Et comme la chaîne est en devenir, j'ai envie de dire, je compte vraiment sur vous pour m'aider là-dessus. On n'attend pas plus longtemps, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour mon avis sur ces 3 premiers épisodes d'Andor saison 2. On va commencer les points positifs avec la direction artistique, les amis, parce que je sais pas si vous avez été comme moi, mais j'en ai pris tout simplement plein les yeux sur ces 3 premiers épisodes. C'était assez fou et on va commencer bien entendu avec la réalisation. Donc le réalisateur est un certain Ariel Clayman qui s'est chargé de la réalisation de ces 3 premiers épisodes. Alors sincèrement, je me suis renseigné et honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Il n'y a pas eu d'énormes films. J'ai vu un film avec Vincent Cassel il y a quelques années, mais c'est tout. Donc pas une patte véritablement identifiée, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, visuellement, c'était hyper propre avec certaines scènes qui sont absolument fulgurantes. On se doute que là, pour le coup, c'est lui qui amène sa pierre à l'édifice et c'est pas Tony Gilroy qui doit lui dire « fais ci, fais ça, etc. Vois-le comme ça ». Peut-être qu'ils échangent un petit peu, mais en tout cas, la patte visuelle, c'est maintenant lui qui s'en charge. Et j'ai trouvé ça dingue. Alors on va commencer peut-être par la fin, mais tout simplement cette scène de danse et de banquet de Mon Mothma pour le mariage de sa fille, je l'ai trouvé absolument dingue, oufissime, vraiment emporté par le rythme. Alors la musique aide bien entendu, parce que c'est le thème de la planète Niamos. Donc Niamos, c'est cette fameuse planète où Andor, enfin Cassian bien entendu, se cache après le casse d'Aldhani. Et donc c'est là où il se fait arrêter d'ailleurs et qui part à la prison de Narkina 5. Mais donc cette planète un petit peu station balnéaire, etc., un petit peu festive, c'est ce qu'on a l'impression, et c'est ce qu'on peut comprendre dans la saison 1. Bon ce rythme un petit peu techno, etc., il va bien. Et le remix il est parfait, elle est bien aidée cette scène par cette musique absolument entraînante et puis visuellement magnifique avec des couleurs assez dingues, les mouvements de Mon Mothma bien entendu qui sont géniaux et aussi tout le travail de la figuration derrière qui est absolument magistral. Donc non, ça c'était dingue, ça prenait vraiment aux tripes quoi, c'était très hypnotique comme cette danse un petit peu circulaire bien entendu. Donc tu avais l'impression de partager cette expérience un petit peu de rêve party. Alors on se calme tout de suite les amis, je ne fais pas de rêve party, je sais pas pour vous, j'ai jamais été dans une rêve party, mais on peut se dire voilà, cette impression un petit peu enivrante, un petit peu de pas contrôler totalement ses mouvements et en même temps d'être embarqué par le rythme et tout, ça s'est ressenti véritablement à l'écran. On voit Mon Mothma du coup qui la Mon, elle a envoyé des tech paf, elle a envoyé des shots, tu sens qu'elle avait envie de relâcher la pression, etc. etc. Et donc qu'elle part vraiment dans cette sensation d'ivresse un petit peu. Et là, nous, on est clairement dans ce sentiment, dans cette situation enivrante avec elle. Et ça, ce passage à l'écran de ces émotions-là, je trouve que c'était très fort et un très bon point là-dessus. Autre scène en termes de réalisation, encore une fois, qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a scotché un petit peu, c'est la fameuse scène de tentative de viol. Alors, celle qui m'a d'ailleurs le plus impressionné, c'est pas véritablement la tentative en elle-même un peu violente et la scène de bagarre un petit peu entre Bix et l'officier impérial, c'est celle d'avant où elle est toute seule et lui vient pour essayer de la draguer, on va dire, pour essayer de dire ça gentiment. Je trouve que c'est aussi bien amené dans la réalisation, ce côté très gentil, et aussi dans l'écriture bien sûr,
ce côté très gentil au départ, très doux, qui essaye d'amadouer Bix, etc. On se dit ouais, bah peut-être que lui c'est un individu qui voilà, qui est dans l'Empire. Ils sont pas tous, voilà, il y en a c'est des soldats qui doivent tout simplement exécuter les ordres un petit peu. Mais là on voit donc ce côté gentil qui tout d'un coup devient inquiétant, switch un petit peu et on se dit oulala, Bix là elle est pas dans un bon délire, faut faire vraiment attention. Donc ça m'a vraiment fait penser à la fameuse scène d'intro d'Inglourious Basterds entre Christophe Waltz et Denis Ménochet, qui est absolument mythique de tension, et tu vois vraiment cet officier SS qui a l'air tout gentil, tout doux comme ça, et qui au final est un monstre de cruauté. Bon bah là on est un petit peu dans le même cas de figure, et j'ai trouvé ça très bien réalisé, très bien fait. On s'inquiète pour Bix véritablement, et encore une fois ça c'était une belle fulgurance et un très beau travail de réalisation. Autre scène très intéressante en termes de réal, c'est bien entendu cette scène de départ. Alors la scène d'action en elle-même, bien entendu, le vol du TIE de la part de Cassian est très jolie, esthétiquement est très belle, les effets spéciaux sont absolument parfaits, il n'y a rien à dire, on sent le niveau de production au maximum. Là c'était un film qu'on avait, donc ça avait rien à envier à la scène, par exemple je pense c'est un peu dans le même délire, la scène du Faucon Millenium au début de l'épisode 9, les ricochets hyperspatiaux, etc. Bon bah voilà, en termes de production en tout cas, en termes d'effets spéciaux, on était sur un niveau de qualité très 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 haut et quelque chose qu'on pourrait retrouver véritablement à l'écran au cinéma. Mais au-delà de la scène de poursuite, j'ai beaucoup aimé moi le début tout simplement, et cette technicienne de l'Empire qui va aider Cassian et qui va amener sa petite pierre à l'édifice de la rébellion tout simplement, et j'ai trouvé ça génial de commencer par ça, que ce soit une personne du quotidien qui va faire une petite action qui au final va aider Cassian. Il y a un vrai beau dialogue entre les deux qui va se développer. Ça j'ai beaucoup aimé parce que ça va permettre à Cassian bien de lui expliquer véritablement le pourquoi en fait de faire tout ça, et j'ai trouvé ça très bien de commencer par ça, véritablement, de commencer avec cette petite main un petit peu de la rébellion. J'ai vraiment trouvé ça très intelligent de pas... Parce que oui, on va suivre des grands personnages, on va suivre des grands héros de la rébellion, mais de commencer avec voilà ce petit caillou, ce tout petit caillou dans la chaussure de l'Empire, j'ai trouvé ça super intelligent. Et la scène finale, bien entendu, alors je mets ça dans la réalisation, mais tout simplement c'est pour aussi évacuer un petit peu tout simplement ce sujet-là et pouvoir rentrer dans le détail derrière. Mais effectivement, de voir la mort de Brasso, j'ai trouvé qu'au niveau réel c'était pas mal fait, que l'émotion était quand même amenée. C'était un personnage bien entendu secondaire, que j'aurais peut-être aimé un peu plus creuser. On sent qu'il y a un fort lien avec Cassian. J'aimais bien l'acteur, il était assez expressif. Moi j'avais beaucoup aimé la scène où il se retrouve en fin de saison 1 pour l'enterrement de Marva. C'était vraiment émouvant, et donc on sent toute la connexion qu'il y a entre eux. C'est vraiment une relation entre frères quoi. Brasso c'est un peu le grand frère de Cassian, et donc là son décès, ça va vraiment affecter Cassian. Et j'étais j'étais pas très très loin d'avoir les yeux un petit peu humides, donc c'était plutôt bien fait. La musique aide bien en plus, parce qu'on est sur la musique de Niamos qui est qui n'a rien à voir avec les événements tragiques qui sont en train de se passer, qui est une musique dansante, etc. Et j'ai bien aimé la dichotomie entre les deux, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Et donc non, encore une fois, ça c'était très intéressant. Alors le pauvre Brasso, pour revenir deux secondes pour l'anecdote, mais il est quand même tombé sur le seul Stormtrooper qui s'est visé quand même, est-ce qu'on est d'accord? C'est le seul Stormtrooper qui vraiment, tu sens, prend son temps, vraiment met l'œil dans le viseur et puis explose Brasso. Bref, donc non, la mort de Brasso, tragique, mais à mon avis, c'est pas la dernière. Bon, de manière générale, on a quand même de très 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 beaux plans, avec un cadre assez grand, on voit beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup d'informations à l'écran. Ces plans assez longs, qui sont assez circulaires, c'est-à-dire que la caméra bouge beaucoup dans le plan. Franchement, c'est assez impressionnant quand même, parce que ça demande énormément de travail, ce genre de plan, avec toute une chorégraphie, il y a un travail un petit peu mécanique avec les acteurs et également les figurants. Donc non, c'était à couper le souffle, sincèrement, visuellement.
On a également eu quelques longs plans séquences qui justement sont très exigeants pour les acteurs, pour la figuration, etc. C'est sur les transitions de plans que je trouve que c'est vraiment bien foutu, où on a Luten avec justement cette statue, on va y revenir un petit peu après, donc le cadeau qu'il fait aux mariés, et donc ensuite ça dévie avec tout simplement la statue part, lui aussi ça laisse place au couple qui vient faire sa danse, la première danse des mariés. J'ai trouvé ça, enfin la transition était tellement fluide et en même temps, soit c'est pas un plan séquence et c'est super bien foutu, soit c'en est un et à ce moment-là, c'est vraiment magnifique en termes techniques à réaliser. C'est vraiment très beau de la part du réalisateur, des acteurs et des figurants. On a aussi bien entendu tout le travail sur les décors qui est absolument incroyable. Alors, bien entendu Chandrila, le domaine Motma avec toutes ces salles absolument magnifiques. Oui, ça c'est évident. Le décor est luxueux. Vraiment, c'est ce qu'on attendait de toute façon de voir et en même temps. Ça développe un petit peu le lore visuellement parce que bien entendu tu sens toute la tradition chandrilienne qui a été travaillée du coup sur la série. Donc non, ça c'était également à couper le souffle. Autre lieu que j'ai trouvé super intéressant dans les décors, c'est aussi l'appartement de Dedra, parce que là il y a eu un vrai travail de fait par rapport à sa personnalité, je trouve. C'est-à-dire qu'elle nous annonce qu'elle est une enfant véritablement de l'Empire pour le coup, étant donné le fait que ses parents aient été arrêtés et que elle s'est retrouvée toute seule. On sent donc l'embrigadement et on comprend mieux l'embrigadement et pourquoi elle est autant dévouée à l'Empire. Bon, j'ai trouvé que ça se ressentait aussi visuellement dans le décor et dans l'agencement de son appartement. Alors, est-ce que il y a une uniformisation des appartements des officiers impériaux? Peut-être, mais en l'occurrence là, de trouver quelque chose de totalement impersonnel, de tout blanc, qui vraiment fait penser pour le coup à l'Empire, bien entendu. J'ai trouvé ça super intéressant aussi et encore une fois, ça prouve un travail qui est fait pas en dépit du bon sens, c'est-à-dire que tout travaille dans le même sens, c'est-à-dire que l'écriture du personnage est faite ainsi et que le décor va s'en servir pour justement essayer de coller à l'écriture du personnage. Donc il y a vraiment eu un travail d'ensemble qui a été assez impressionnant, je trouve, et bon, ça se ressent par exemple sur l'appartement de Dedra donc. Et on respire un peu, voilà, comparé à d'autres effectivement séries Star Wars, je trouve qu'on respire dans cette série avec des décors naturels et notamment ces champs de blé qui sont à perte de vue et vraiment ça me fait plaisir de retrouver ça, de sentir qu'on n'est pas dans un studio enfermé dans 50 mètres carrés, et dans le volume. Alors le volume c'est super, hein, bien entendu, cette technologie de LED, etc. Mais du coup, ce qui contraint les acteurs et l'espace de jeu, et je trouve qu'au final ça commence à se ressentir au bout d'un certain temps quand tu fais tout dans le volume. Bon là, d'avoir des décors naturels, de pouvoir respirer un petit peu, de pouvoir avoir une vision quasi infinie au loin, ça j'ai trouvé que c'était vraiment appréciable. Donc notamment bien entendu tout le travail sur Minaro qui a été fait, j'ai apprécié véritablement ça. Également l'espèce de randonnée sur Chandrila, j'ai trouvé ça bien fait, donc du coup on a l'impression de respirer un petit peu et ça c'était aussi appréciable. Il y a eu également de la recherche sur le TIE, bien entendu, le TIE Avenger, donc le prototype là qui est au début de l'épisode 1. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, le TIE Avenger, c'était déjà un modèle de TIE qu'on avait pu voir dans des jeux vidéo dans les années 90. Là, il ressort, il se remet un petit peu au goût du jour. J'ai trouvé ça assez bien foutu. Dans le design, il est vraiment proche, je trouve, de celui de Kylo Ren. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et en plus de ça, le design, surtout à l'intérieur, c'était assez inédit de voir ça. Effectivement, il y a une façon de piloter qui est, pour le coup, nouvelle, qu'on n'avait jamais vue, avec ses différentes manettes à droite et à gauche. Voilà, donc non, c'était vraiment appréciable. Tu sens qu'il y a de la recherche, tu sens qu'ils mettent des moyens. Ils vont pas foutre un siège bidon comme ça, ils te font le siège qui se relève et tout, Cassian qui comprend pas tout, enfin bref, il y a un vrai travail, tu le sens dans les décors, dans tous les décors, et ça c'est véritablement appréciable, ça prouve la grande qualité d'une série. Et on va enchaîner bien entendu avec les costumes, parce qu'après des décors magnifiques, il faut bien entendu des costumes absolument magnifiques, et là c'est à couper le souffle. Chandrila, voilà, je vais pas faire l'exégèse de tout ce qu'on peut voir sur Chandrila, mais
que ce soit les acteurs principaux, et même les figurants, le boulot qui a dû être fait, parce qu'il n'y a pas 4 ou 5 figurants qui se courent après. T'as du monde, il faut habiller tout ce monde-là, et tu sens pas qu'il y a des tenues un peu cheapos sur les figurants. Donc non, franchement, c'est incroyable le niveau de détail qu'ils ont apporté. Bien entendu, les tenues des mariés, notamment la robe de mariée, que je trouve vraiment très très belle. Les tenues traditionnelles aussi que portent les parents, tout simplement des mariés, avec ces petits détails, ces petites choses qu'on attache dans les cheveux, autour du cou, ou ces petites cordelettes un petit peu qu'ont les hommes là dans les cheveux. Enfin, franchement, voilà. Comment nourrir un lore avec du détail et tout simplement des costumes. Enfin, c'est vraiment, c'est grandiose, c'est du très haut niveau. J'ai beaucoup aimé aussi, et on sent le détail, l'essayage que fait Dédra dans son appart pour recevoir sa belle-mère, ou la tenue de Cyril. C'est propre, c'est joli, c'est élégant. Tu sens que voilà, c'est à la mode à Coruscant. En même temps, c'est différent de ce qui se passe sur Chandrila. C'est bien entendu différent de Minaro et des tenues des ouvriers, des fermiers. Ça, c'est une certitude. Mais voilà. Du détail qui passe dans les costumes, et ça c'est du lore mine de rien, on n'a pas besoin de parler ou de nous expliquer, c'est du lore. Comme je vous le disais, le lore, bien entendu, il passe d'abord par le visuel, je trouve. Et là, ce qui a été fait sur les décors et les costumes, comme j'ai pu vous le dire, ça enrichit un lore absolument dingue. Et donc là, la culture chandrilienne, on l'apprivoise à l'écran, on la comprend, on commence à l'intégrer, et du coup, on n'a pas besoin de véritablement l'expliquer. C'est ça qui est dingue. Alors, ils le font, le développement du lore, ils le font de manière différente. Sur Chandrila, c'est très visuel, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Ce cérémonial très codifié du mariage chandrilien, il est vraiment impressionnant, tout simplement, de voir le niveau de détail qu'ils y ont mis. Les beaux-parents de la mariée qui viennent avec un espèce de gros bout de bois pour qu'elle passe au-dessus. On sent qu'il y a toute une symbolique à travers ça. Tous les mouvements ensuite que font les mariés et les parents des mariés qui tournent autour d'eux, qui s'échangent les places. C'était aussi très intéressant à voir à l'écran. La remise du couteau par le beau-père du marié qui du coup lui va devoir couper cette tresse. On sent toute la symbolique de ces messages-là qui sont accompagnés de différents dictons, différentes formules et tout ça en langage chandrilien parce que bien entendu ils ont inventé ou réinventé la langue chandrilienne. Bon, le travail qui est fait, on peut pas passer à côté. C'est-à-dire que même si certains vont être plus critiques avec la série pour d'autres aspects, et on pourra en parler, le niveau de travail et de détail qui a été fait, c'est quand même très remarquable. Et pour finir sur le développement du lore chandrilien, on a bien entendu aussi cette fameuse statue qui vient de la boutique de Luten, qui est offerte par le père du marié au marié. Et donc c'est un Chandimerle, et on nous parle effectivement de ces statues quasi sacrées dans la culture chandrilienne et qui ont été un petit peu ravagées et éparpillées il y a plus de 25 000 ans lors d'une invasion Rakatan. Enfin bref, on comprend tout ce qu'ils essayent de faire, c'est bien entendu de creuser encore une fois du lore et de Chandrila et du lore de l'univers. Donc ça, c'était aussi très appréciable. Au niveau du lore, on a bien sûr aussi la scène avec la fameuse réunion organisée par le directeur Krennic. Bon, je l'ai appelé la conférence de Maltine. Et effectivement, là, dans l'iconographie, on est clairement sur une influence de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce fameux événement de la conférence de Wannsee, qui est la réunion peut-être la plus importante en termes tragiques, j'entends, de la Deuxième Guerre mondiale, avec cette fameuse organisation, planification et décision donc de la solution finale et donc de l'extermination des Juifs. C'est raconté dans un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps qui s'appelle La Conférence, que j'avais vu, et on est clairement là-dedans. C'est-à-dire les parallèles qu'on peut faire entre cette scène et donc cet événement de la conférence de Wannsee. C'est comment dans une pièce en huis clos comme ça, une dizaine d'individus va pouvoir décider du sort et du destin de millions de vies humaines. On les voit discuter de choses absolument horribles. Là, on se dirige vers un génocide sur Gorman, et donc de les voir discuter de ça tranquillement autour d'un café, autour d'une petite assiette, histoire de se sustenter avant la reprise de la réunion. Enfin bref, c'est assez cruel et en même temps, on est dedans clairement. Il a voulu pousser un petit peu le curseur un petit peu plus loin que juste des rappels
En termes de costumes, bien sûr, quand on voit les officiers impériaux, on pense bien sûr aux officiers de l'armée allemande de l'époque, mais là, vraiment, il a voulu pousser effectivement un petit peu plus loin le curseur, et je trouve ça très heureux, dans le sens où c'est bien fait, c'est bien réalisé, et ça amène quelque chose de cruel, mais tout en simplicité, et c'est ça qui est vraiment terrifiant au final. Donc cette scène elle est très importante pour le développement du lore de cette saison 2, parce qu'on sent bien qu'il va y avoir de gros événements qui vont se passer sur Gorman, sauf que pour le moment on ne sait rien de cette planète, on ne sait rien de cette société, et donc il a fallu passer par un petit film explicatif effectivement pour comprendre. Donc là c'est un petit peu moins subtil que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'enrichissement du lore par les décors ou par les tenues. Bon là il faut qu'on rentre les deux pieds dedans à mon avis par gain de temps, et effectivement on en apprend plus sur le fonctionnement de cette société sur Gorman, comment ils fonctionnent, quels sont leurs atouts, leur économie, etc., leur mode de fonctionnement. Donc ça c'était très intéressant quand même à voir, et encore une fois, sur un petit film comme ça, sur une planète qu'on connaît pas, ils arrivent à nous synthétiser quand même énormément d'informations, et qui va enrichir encore une fois l'univers. On va aussi bien entendu creuser du coup le fonctionnement un petit peu de l'Empire, et là de voir la partie un petit peu organe de propagande, avec donc ce qu'on comprend, il y a un ministère de l'éducation du peuple. Bon déjà ça veut à peu près tout dire rien que dans le titre, donc on va voir comment ils vont réussir à manipuler l'opinion pour essayer de monter une grande partie de la population contre une autre, afin de pouvoir justifier par exemple ce qui va pouvoir se passer sur Gorman. Donc c'est intéressant de voir comment l'Empire fonctionne. Ça va faire écho à ce qu'on a pu connaître dans la Seconde Guerre mondiale avec Goebbels qui gérait la propagande nazie. Et clairement là on est sur les deux là qui nous font un récit pour bien mettre la tête sous l'eau aux habitants de Gorman, et puis leur faire au final porter le chapeau de leur propre destruction. Bon, voilà, on sait où sont les références, quoi. Le lore un petit peu plus politique est creusé également, avec l'Empire qui, Krennic le dit, a besoin d'être plus indépendant énergétiquement. On se doute que le Sénat essaye de faire un petit peu obstacle à l'obtention de crédits, sûrement militaires ou de recherche, etc. Là est chercher la calquite apparemment, donc on se doute que le Kyber c'est plus pour le gros laser de l'étoile de la mort, parce que c'est bien le projet pour lequel tout le monde travaille, Krennic le précise. Dans 3 ans, il y a un gros projet qui va sortir, bref, etc. Donc on se doute qu'il parle bien du projet Nébuleuse. Et là, donc la calquite, ce serait plus, il le dit, je crois, pour les réacteurs ou quelque chose comme ça, de l'étoile de la mort. Donc ça veut dire qu'il ne laisse pas de place aux détails. Et ça, c'est vraiment super. On va creuser aussi les personnages, bien entendu, avec le personnage de Mon Mothma. On apprend quand même quelques infos sur son passé, notamment sa relation un petit peu difficile avec sa mère, le fait qu'elle soit ivre au moment de son mariage à l'époque. Bon voilà, on sent que c'est quand même encore une fois compliqué. La relation qu'elle a avec son mari, alors que je pouvais pas me voir en saison 1, et je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling peut-être que il pourrait redevenir un petit peu peut-être son support, surtout que maintenant que Tay est un petit peu passé de l'autre côté, j'ai envie de dire, peut-être qu'elle va pouvoir compter un petit peu sur son mari. Je trouve que ça serait bien, et ce serait un petit peu surprenant, parce qu'on sent bien que depuis le début c'est un couloir, on a envie que Mon Mothma soit toute seule à l'épreuve de tout, etc. Faudrait pas que ça en devienne caricatural, et donc ok, elle a Luten qui l'aide, c'est clair, mais ce serait bien qu'elle ait un soutien quand même auprès d'elle, et que son mari puisse remplir ce rôle. Je trouve que ce serait quand même assez intéressant et assez surprenant. Et pour l'anecdote en termes de lore, on a le personnage d'Erskine Semaj, donc qui est l'attaché sénatorial de Mon Mothma, qu'on voit du coup en live action dans la série. Et en fait, on le voit lui dans Rebels. Donc c'est intéressant d'avoir fait le pont effectivement entre Rebels et Andorre. Et autre petite anecdote, dans la boutique de Luten qui était remplie d'easter eggs en saison 1, là on voit un masque Keldor. Est-ce que c'est celui de Plo Koon? Étant donné sa mort quand même durant l'Ordre 66, parce qu'il se crache dans son vaisseau, ça paraîtrait quand même compliqué de retrouver son masque. Mais ça, c'est bien entendu une petite dédicace à notre ami Dave Filoni, parce que vous le savez, il est absolument fan de ce personnage de Plo Koon. Donc voilà, le petit clin d'œil est passé, c'était intéressant. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est qu'on est sur un projet
d'auteur, tout simplement. On est sur un film d'auteur. Ils ont construit ça, je pense, comme un film, hein. Cet arc de 3 épisodes qui fait à peu près 2h30. Là, on est sur quelque chose qui s'adresse vraiment aux adultes, qui va bien entendu traiter de sujets qui sont quand même dramatiques, notamment la scène de tentative de viol sur Bix. Bon, dans Star Wars, oui, c'est pas le premier truc auquel on pense généralement. Le fait qu'on ait des longues scènes avec de longs dialogues qui permettent de creuser les personnages, l'histoire, le lore, etc. C'est très très intéressant. On voit qu'on se dirige gentiment vers quand même un génocide sur Gorman. Donc oui, un projet très adulte, c'était très intéressant, comme les enjeux un petit peu complexes qu'on peut voir également au cours des épisodes, notamment le retournement un petit peu de Tay, qui à la base on pensait qu'elle allait être vraiment le soutien de Mon Mothma, et au final on le voit douter et même faire un petit peu volte-face. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut Mon Mothma directement? Et ça, c'est des enjeux encore une fois complexes, donc, qui est destiné à une cible adulte un petit peu. Et puis aussi Brasso et tous les événements de Minaro. Encore une fois, le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale peut être fait, bien entendu, parce que ils doivent être cachés. Ils veulent pas attirer d'ennui à ceux qui les protègent et qui les ont cachés. Tout ça, encore une fois, c'est vraiment recherché, profond, et ça témoigne d'une grande qualité. Mais enchaînant avec les points négatifs, et je reviens du coup sur ce dernier point, parce que oui, effectivement, c'est riche, c'est dense, mais est-ce que du coup c'est pas trop dense un petit peu, j'ai envie de dire? On est à la fois fasciné, mais en même temps on est un peu repu à la fin des 3 épisodes. C'est un peu je sais pas si vous avez regardé ma vidéo réaction, mais je cherchais mon souffle, quoi, à la fin des 3 épisodes. Je me suis dit, on a eu tellement d'infos, tellement de dialogues à emmagasiner, il s'est passé tellement de choses à l'écran, qu'au final, on se dit, purée, il faut que je digère, quoi. Il faut que je digère. Et ça, j'ai peur que ce soit un petit peu hermétique quand même à certaines personnes. Parce que c'est exigeant pour le spectateur, il faut vraiment s'accrocher, et du coup, ça remet en cause quand même la cible principale qu'on a dans Star Wars, qui est quand même les enfants. Maintenant, c'est un vrai débat à avoir entre nous, les amis. Est-ce que on est content d'avoir du contenu diversifié? C'est peut-être à ça que doit servir Disney+, de toute façon, mais d'avoir quelque chose qui va s'adresser à tel public, d'abord les enfants, tel projet c'est plus pour les adultes, etc. Et parfois aller même dans du sombre, pourquoi pas aller dans de l'horreur, aller assez loin dans certains projets. Ou ça annule tout simplement l'universalité de Star Wars, qui est à la base des films de George Lucas, et du coup ça éteint un petit peu la flamme et même l'essence de Star Wars. Là, il y a un vrai débat à avoir entre nous. J'attends de vous avoir en commentaire, les amis, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus content d'avoir du contenu diversifié, quitte à ce que on soit plus dans l'essence même de Star Wars de base, ou pour vous on s'écarte un peu trop loin quand même de la base et qu'il faudrait ne pas trop en sortir et que tous les projets puissent être un petit peu plus consensuels? J'attends vos avis. Donc oui, peut-être ce premier point négatif que je mettrais, c'est qu'effectivement, c'est très hermétique comme série. Parce que déjà, tu en dessous de 12 ans, tu vas pas chercher les gens. Et il y a très peu d'ados, à mon avis, qui vont kiffer cette série, même s'ils aiment Star Wars. Tu te coupes des non-fans. Sincèrement, à part des gens qui vont peut-être être très sensibles à l'art tout simplement cinématographique et qui vont reconnaître les qualités de réalisation, tout ce que je vous disais sur la direction artistique, peut-être eux vont prendre peut-être du plaisir sur cette série, mais sinon faire rentrer des non-fans par cette série, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et d'avoir autant de dialogues et de richesse dans les dialogues, bien sûr, tu n'y coupes pas, au bout d'un moment, ça en devient long. Ça en devient long, c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Alors t'en as qui vont aimer, t'en as qui vont détester, t'en as qui vont s'ennuyer clairement. Et là, c'est à l'appréciation de chacun par contre. Mais le plus gros reproche que je ferai à cet arc, c'est que je trouve qu'il est totalement déséquilibré. On a 4 situations qu'on suit au final. Les événements de Chandrila, donc le mariage, etc. Là, c'est absolument sublime, sincèrement, c'est quand même magnifique ce qu'on a pu voir. On a aussi la situation de Brasso et de Bix sur Minaro, qui est très intéressante également à suivre.
On a le parcours de Dedra avec d'abord ce qui se passe avec la réunion avec le directeur Krennic, puis ensuite le fameux déjeuner avec la mère de Cyril, qui est aussi très intéressant à voir pour la première partie, et ensuite assez divertissant quand même. Je me suis pas mal marré sincèrement sur le repas avec la belle-mère. Et on a surtout ce passage avec Cassian. Alors oui, au tout début, on a cette belle scène de fuite avec le TIE. Oui, c'est sûr, ça c'était très bien, mais après... Qu'est-ce qu'on s'ennuie avec Cassian. Et là, il y a un vrai problème parce que pour le coup, c'est le personnage principal quand même. Donc, je veux bien qu'on développe les autres personnages, que Cassian soit un petit peu un prétexte. Mais là, de faire pause complètement sur son arc, mais en plus, c'est à la limite, ne nous le montrez pas si vous voulez. Montrez-nous les autres, mais ne nous le montrez pas. Mais là, créer une espèce de situation qui a l'air totalement factice, sincèrement, on n'y croit pas 2 secondes. En tout cas, moi, j'y crois pas 2 secondes. Cette espèce de mutinerie avec les 2 camps qui partent, machin. Les dialogues pour le coup sont pas heureux, moi qui vante l'écriture de cette série vraiment, mais les dialogues franchement je trouve sont pas heureux sur cette partie-là. Non, franchement j'ai trouvé ça long, laborieux, visuellement c'est pas très propre, c'est sombre, là on retourne dans les travers et malheureusement j'aurais limite voulu qu'on mette Cassian de côté. Il fait sa première scène, il arrive sur Yavin, il pose le vaisseau et on n'en entend plus parler jusqu'aux événements de Minaro, pourquoi pas. Mais là, ça a bouffé du temps d'écran pour pas grand-chose. Mais bon, c'est quand même un problème quand tu sens que ton personnage principal devient un petit peu un obstacle à ce que tu veux raconter et à ton récit. Donc effectivement, là, il y a quand même un petit problème. Mais j'espère qu'on va vraiment le suivre sur les prochains arcs. Je pense que voilà, ils l'ont mis de côté un petit peu sur ce premier arc, mais qu'on va se recentrer au fur et à mesure sur Cassian. Donc j'ai quand même hâte de le suivre pour mercredi prochain. Pour vous résumer mon avis les amis, c'est le projet quand même Star Wars le plus qualitatif en termes cinématographiques qu'on ait vu. Sincèrement, il n'y a pas plus beau. C'est le plus travaillé, c'est le plus recherché. Tu sens que vraiment tout de A à Z a été étudié, pensé. C'est vraiment le projet d'un auteur, le showrunner là est vraiment au maximum de ses capacités. Et quand on parle de showrunner, là on en a un vraiment, c'est Tony Gilroy. Tout le monde va dans le même sens, il s'est très bien entouré, bon bien entendu par les équipes de Lucasfilm etc, mais que ce soit en décor, costume etc, bon voilà, c'est un sans faute et je pense que ça va dérouler tout au long de cette saison 2. C'est vraiment très intéressant et le fait que tout soit au service du récit et du lore de la série, vraiment ça c'est super appréciable. Bon, la richesse des dialogues, comme je vous l'ai dit, bien sûr que c'est bien, c'est super, on est sur une série adulte etc, donc on prend vraiment du plaisir, mais ça amène aussi pas mal de longueur. Et ça, ça peut perdre beaucoup de monde en route quand même. Et l'arc de Cassian sur Yavin était vraiment trop faible à tout point de vue, que ce soit écriture ou même visuellement, voilà, en termes de réalisation, c'était vraiment pas au niveau. Et bon, j'ai quand même hâte de voir comment va se gérer la relation là maintenant entre Mon Mothma et Davos Sculdun, donc le père du marié, parce qu'on se doute bien que le personnage de Tech avait essayé de faire le pont entre les deux. Bon je suis pas sûr qu'on le revoie dans le deuxième arc parce que quand il part avec Cinta elle est pas là pour rien. À mon avis, elle a été missionnée par Luten pour pouvoir se débarrasser du corps parce que très sincèrement, lui, il commençait à poser problème. Donc oui, ça va être très intéressant de voir la relation entre les deux parce que lui, apparemment, est pas quelqu'un de vraiment recommandable. Comment ça va se gérer parce que lui pourrait très bien balancer Mon Mothma si c'est plus son intérêt à l'Empire tout simplement pour rester dans les bonnes grâces un petit peu de l'Empire et de pouvoir faire son business. Donc ça va être très intéressant, je trouve. Ça a été bien mis en place dans ce premier arc et donc j'ai hâte de suivre l'arc de Mon Mothma sur ce deuxième arc. J'ai hâte aussi bien entendu de voir Gorman enfin parce que c'est super bien introduit dans ce premier arc. On sent toute l'influence des récits de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que Tony Gilroy est un féru d'histoire et qu'il s'est nourri vraiment de tous ces récits et notamment la situation qu'il y a eu en France de résistance, d'oppression, etc. Une de ses séries favorites d'ailleurs, c'est Un village français, donc c'est une série française qui traite de cette période-là. Et la preuve, c'est qu'il a débauché un des acteurs de la série Un village français dans cette nouvelle saison d'Andorre. Cet acteur, c'est donc Thierry Godard. On va avoir un nouveau Frenchie dans l'univers après avoir eu dans Skeleton Crew Mathieu Kassovitz. Et ça y est, on a un nouveau Frenchie
encore. Et j'ai surtout hâte aussi d'enfin retrouver Cassian, j'ai envie de dire, de pouvoir le suivre dans une mission hyper palpitante ou tout simplement d'explorer un petit peu plus sa foi en la cause. Il faut qu'on ait un peu plus Cassian là dans la suite. Mais bon, on a envie de suivre aussi Mon Mothma et Gorman, donc bref. C'est un peu le dilemme de cette série et j'espère que ce ne sera pas le défaut qu'on pointera dans la vie ultime. Passons maintenant rapidement à la note que je mettrai sur l'échelle du Jar Jar. Donc vous le savez, je change un petit peu mon échelle de notation pour cette nouvelle série. On va noter désormais sur 20 avec un barème bien établi. 10 points pour l'histoire et l'écriture, 5 points pour la direction artistique, donc les décors, les costumes, la bande originale, et 5 points pour les effets spéciaux et leur qualité. Écoutez, en ce qui concerne l'histoire et l'écriture, je vais mettre 7 sur 10. Je trouve que on a quand même des longueurs, même si on apprécie beaucoup les dialogues, etc. On note quand même une perte de rythme au cours des 3 épisodes, et on a aussi l'arc de Cassian qui pour moi est vraiment faible. Et donc du coup, rien que pour ça, on va laisser quelques points en route. Bon, malgré tout, c'est quand même hyper bien écrit, tous les dialogues, c'est quand même du haut niveau et comme je vous disais, on sent la patte de l'auteur derrière tout ça. Donc on va mettre 7 sur 10. En ce qui concerne la direction artistique, bon bah c'est imperfect, ce que je vous disais, que ce soit costume, décor et la bande originale, il y aurait peut-être plus à redire, mais je vais laisser un petit peu peut-être le bénéfice du doute, j'ai envie de dire, et puis on en reparlera surtout en avis ultime pour vraiment juger la musique, mais on met 5 sur 5 parce que aussi il y a le thème de Niamos que j'ai beaucoup aimé, là ce remix un petit peu, cette scène finale qui est quand même grandiose, donc qui est bien accompagnée par la musique, donc c'est pour ça que je vais mettre 5 sur 5, le perfect sur la direction artistique. Et en ce qui concerne les effets spéciaux, bah écoutez, je vais mettre 3 sur 5, non pas que il y a des effets spéciaux de mauvaise qualité, mais il y a trop peu d'effets spéciaux vraiment notables avec des scènes qui nécessitent quand même des effets spéciaux pour qu'on mette une note bien plus haute. On a, oui, effectivement, la scène de début avec la fuite du TIE et Cassian, et éventuellement ce TIE, le même qui revient à la fin pour une scène un petit peu de baston. Mais c'est clairement pas l'aspect le plus important de la série. Il n'y a pas d'aliens non plus. Il n'y a que des humains dans cette histoire. Il n'y a pas vraiment d'effet en practical, etc. qui est à noter, que ce soit CGI ou practical. Donc on va rester sur un 3 sur 5. C'était très propre, mais rien d'exceptionnel. Donc 3 sur 5. Ce qui nous fait malgré tout un très bon 15 sur 20 pour ce début de saison. Les amis, j'ai hâte de voir les 3 arcs restants. Je pense qu'on va monter en puissance au fur et à mesure. Et donc j'espère que les notes aussi vont s'envoler au fur et à mesure. J'ai déjà hâte d'être à mercredi prochain. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur le premier arc de cette deuxième saison d'Andor et cette saison finale d'Andor. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, qu'on puisse en débattre. N'hésitez pas, surtout si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je refais un petit peu de pub, pardonnez-moi, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important, ça me soutient beaucoup si vous aimez ce que je fais, et puis likez la vidéo si vous l'avez appréciée, ça lui permet d'être un petit peu plus visible, étant donné qu'on est au démarrage de la chaîne. On est sur une petite chaîne artisanale, fait main, les amis, bien entendu. Et aidez-moi s'il vous plaît, likez la vidéo. Ça lui permet d'être diffusé un petit peu plus largement. Voilà, merci beaucoup encore une fois de me suivre les amis. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle vidéo réaction et vendredi prochain pour la vidéo avis du deuxième arc de la saison 2 d'Andor. Je vous dis que la force soit avec vous et ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.